Besiata Dishmaya, Masechet Menachot, Daf Pevav, nous commençons à la 17e ligne, à la Mishnah. Nous allons voir comment on procédait pour faire l'huile d'olive qui allait servir à la menorah, pour allumer la lumière de la menorah, et pour les menachot, les offrandes. Ensuite, nous verrons à Moudbet le din du vin. La Mishnah nous enseigne Shlosha Zetinhen, c'est-à-dire il y a 3 périodes, à 3 moments où on coupait, où on récoltait les olives, ou bahem. Et à chaque fois de ces 3 moments, il y avait Shlosha Shmanim, 3 sortes d'huile, comme nous allons le voir dans la Mishnah. Donc en tout, il y avait 9 huiles différentes. Les qualités des 9 n'étaient pas les mêmes, comme nous allons le voir. Azaït Arishon, le premier zaït, c'est-à-dire lorsqu'on va couper pour la première fois les olives, Megargero Berosh Azaït, on allait chercher les grains, c'est-à-dire on allait chercher les olives, Berosh Azaït, en haut de l'olivier, à l'endroit qui était le plus au soleil, et donc les olives étaient là-bas les plus mûres. Fekotesh, et on les écrasait dans une martéjette, comme nous verrons, une meule. Venoten les tochasal, et ensuite on posait dans un panier toutes ces olives qui avaient été écrasées, qui avaient été pilées, et on laissait couler l'huile de ce panier. Le panier servait comme un tamis. Il gardait donc les déchets, les noyaux, les olives, et il laissait couler l'huile dans un kéli qui se trouvait sous ce panier. Rabbi Yehuda Omer Sevivot Asal. Rabbi Yehuda n'est pas tout à fait d'accord avec Tanakama. Il pense que Sevivot Asal, on posait ce mélange, c'est-à-dire ces olives écrasées, on les posait sur les côtés du panier, sur les parois du panier, mais pas au fond du panier, afin que l'huile puisse couler vers le fond, et ensuite couler dans le kéli, traverser le panier. D'après Rabbi Yehuda, on ne pouvait pas mettre toutes les olives, tout ce mélange au fond du panier, sinon l'huile qui allait couler n'allait pas être aussi bonne. L'huile qu'on récupérait, donc de cette première moisson, où on coupait les olives, et de cette manière, où Kotesh et ensuite Noten les Tochasal, Zerishon, c'est ce qui est appelé le premier. Chazar Vetoen Bakora, et ensuite on prenait toutes les olives qui se trouvaient dans le panier, et on les posait sous une poutre. On mettait une poutre par-dessus qui allait les presser. Rabbi Yehuda Omer Ba'avanim, Rabbi Yehuda dit non pas avec une poutre, mais avec des pierres. Les pierres étaient plus légères, la poutre est plus lourde, et elle fait sortir même l'ali, les shmarim. Donc Ba'avanim. Donc un deuxième point sur lequel Rabbi Yehuda est en machloket. Zécheni, l'huile qu'on obtenait ici était la appelée deuxième de cette première récolte. Ensuite, Chazar Vetachan, on reprenait toutes ces olives et on allait les moudre, Veta'an, et on posait une poutre par-dessus, et ce qui sortait était Shlishi, troisième. Harishon, la première huile obtenue servait la menorah, était cachère pour la menorah, Ve'ashear, les autres n'étaient pas cachères pour la menorah, mais les menachot étaient cachères pour les offrandes. Hacheni, lorsqu'on passait à la deuxième récolte. Cette fois-ci, Megargero Berosh Agag. Rachid nous explique que les oliviers se trouvaient proches des toits. Donc on ramassait les olives qui étaient sur le toit, en haut du toit, et qui avaient aussi bien mûri grâce au soleil, moins que Berosh Azaït. C'est donc pour cela que c'était Chéni. Vekotesh, on allait les piler, Venoten les Tochasal, les poser dans un panier. Rabbi Yehuda Omer Svivot Asal, Rabbi Yehuda dit sur les parois du panier. Zerishon, l'huile qu'on obtenait, qui coulait, était appelée première de cette deuxième récolte. Toen Bakora, ensuite on mettait une poutre par-dessus, donc on enlevait toutes ces olives et on posait une poutre par-dessus. Rabbi Yehuda Omer Ba'avanim, Rabbi Yehuda dit des pierres. Zécheni, c'était donc
la deuxième huile. Chazar vetachan, ensuite on allait moudre le tout, veta'an, et on posait sous une poutre, ze shlishi, c'est la troisième huile. Là encore, arishon la menorah, vachar la menachot. La première huile de cette deuxième récolte est cachée pour la menorah, et les deux autres pour les menachot, mais pas pour la menorah. Shlishi, lorsqu'ensuite on se tournait vers la troisième récolte, on prenait les olives qui se trouvaient moins au soleil, puisqu'elles se trouvaient même sous les maisons, sous les toits. Et comme nous dit Rashi, pour les faire mûrir, il fallait donc otenu bebet abad, on les mettait dans un keli, c'est-à-dire on les laissait mûrir ensemble, se réchauffer dans un kli atcheilke, jusqu'au moment où les olives vont s'ouvrir, Hachindi vont se blesser, c'est naze, et à ce moment-là, on reprenait toutes les olives une fois qu'elles ont mûri, ou menakvo, on les essuyait berosh agag sur le haut du toit, puisque ce qui avait coulé jusqu'au moment où donc ces dernières olives mûrissaient, ce qui coulait n'était pas une bonne huile, donc il fallait l'essuyer. Ensuite, kotesh, on écrasait, on pilait les olives. Venoten letoch hasal, on mettait dans un panier. Rabbi de Omer, sivivot hasal, sur les côtés du panier. Zerishon, l'huile qu'on obtenait ensuite était première. Toen bakora, on mettait une poutre par-dessus. Et Rabbi de Omer, bavanim des pierres, zécheni. C'est deuxième, chazar vetachan. Ensuite, on allait moudre le tout. Veta'an, on mettait une poutre. Zéchlichi, c'est la troisième huile qu'on avait obtenue de cette troisième récolte. Arishon la menorah, vachar la menachot. Première huile est cachée pour la menorah et les deux autres pour les menachot. La Gemara va nous expliquer quelques détails ici sur ce que nous venons de voir. Et bien il est où? La Gemara pose la question, est-ce que megargerotnan ou megalgelotnan? Qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah? Megargero avec un resh ou megalgelo avec un lamed? Quelle est la différence entre megargero et megalgelo? On suit l'explication de Rashi dans Ktaviat qui dit megargero, c'est-à-dire qu'on ramasse une olive ici, une olive là, et seulement les olives qui ont bien mûri. Mais galgelo, on pourrait dire qu'on laisse les olives sur le haut de l'arbre jusqu'au moment où les olives vont mûrir de par elles-mêmes. Ça c'est Megalgelo d'après Rashi. Tashma, donc la Gemara va apporter une preuve que c'est Megalgelo. Nous rapportons ici une braïta d'Etania. Il y a peu de différence avec notre Mishnah, jusqu'on va voir un troisième point sur lequel Rabbi Yehuda est en machloket. La braïta nous dit Shemen Zait Mizeto, c'est-à-dire, nous explique Rashi, Shemen Zait, si un homme dit je vais apporter de l'huile d'olive, il devra apporter une huile d'olives qui ont mûri et dont l'olive portait déjà son huile lorsqu'elle était berosh azaït en haut de l'arbre. C'est-à-dire que l'olive avait bien mûri, il n'était pas nécessaire de poser une poutre pour obtenir de l'huile. Mais qu'en amour de là on a dit zaït rishon. Et la première fois lorsqu'on prenait la première récolte d'olive, megal gelo berosh azaït, donc on laissait les grains, les olives bien mûrir en haut de l'arbre de l'olivier, vekonsol et betabad. Ensuite, on le faisait rentrer dans le betabad, dans le pressoir. Rachidi l'avdavka tout de suite dans le pressoir, puisque d'abord tochano berechaim, on l'écrasait dans un petit moulin, une petite meule. Venotno besaline, on le posait dans des paniers. Shemen ayotse mimenu, l'huile qu'on obtenait, qui coulait donc des paniers, zayarishon, c'était la première huile, tam bekora. Ensuite, on posait une poutre par-dessus. Ensuite, chazar ou parak. Ensuite, on reprenait toutes ces olives. Tachan, on allait les moudre. Vetan, on mettait une poutre. Zayashlichi, l'huile qu'on obtenait était la troisième. Harishon la menorah, vachar la menachot. La première huile était pour la menorah, les deux autres non pas pour la menorah, pour les menachot. Vechen zayit sheni, ve zayit shlishi. Donc de même, pour zayit sheni, la deuxième fois où on prenait les olives, et zayit shlishi, qu'est-ce qu'on faisait? Otenu bebet abad atcheilke. On mettait dans un keli qui s'appelle le ma'atan, cela otenu bebet abad,
c'est-à-dire dans le pressoir, on mettait toutes les olives qui n'avaient pas bien mûri, on les laissait se chauffer entre elles et mûrir à Tchilke jusqu'à ce qu'elles se baissaient, se fondillaient. On m'a allé les roches à gag, ensuite on montait sur le haut du toit, veosé auto kemint mara, et on faisait comme un petit tas qui était étroit en haut, à Tchizo, vous m'aimave, que cette eau qui avait coulé ces quelques jours, puis c'est cette eau qui était sortie, on va dire cette huile qui était sortie des olives pendant ces quelques jours, pour que cette huile qui n'était pas très bonne, qui était comme un jus mais pas de l'huile, puisse couler. Et donc ainsi on reprenait toutes les olives et comme ça les betabad, on faisait rentrer les olives dans le pressoir, et tochano berechaim, et on allait moudre toutes les olives berechaim dans une meule, venotno besaline, on posait dans saline, c'est-à-dire dans des paniers. Shemen ayotse mimenu, ce qui sortait, l'huile qui sortait, Zaya Rishon, était la première huile. Ensuite, Ta'an Bekora, on posait une poudre par-dessus, Shemen ayotse mimenu Zaya Sheni. Et deuxième, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, Parak, Chazav, Vetachan, Veta'an. Ensuite, on reprenait le tout, on allait les écraser, les moudre. On remettait une poudre, Zaya Shlishi, l'huile qu'on obtenait était troisième. Arishon, la Menorah, Vachar, les Menachot. Rabbi Yehuda Omer, ici dans cette braïta, nous allons voir 3 points sur lesquels Rabbi Yehuda est en marqué. Dans la Mishnah, nous n'avons vu que 2 points. D'abord, que d'après Rabbi Yehuda, ce n'était pas dans le panier, mais sur les côtés du panier. Et aussi, d'après Rabbi Yehuda, on pressait non pas avec une poutre, mais avec des pierres. Ici, Rabbi Yehuda rajoute un autre point. Lo yatochano berechaim, on ne faisait pas, et pas les écraser berechaim sous une meule. Et la kotcho bemarteshet, mais on les écrasait, on les pilait dans un pilon, pour faire marteshet. Velo yatoen bakora, on ne mettait pas sous une poutre, et là-bas, venez mettre des pierres, voilà, ne baissent pas dans des paniers, là, les torses vivotassal, mais sur les côtés du panier. La Gemara, juste va poser une question, c'est que Hagufa Kashat, tu te contredis, d'un côté, c'est marqué Kotesh, donc le terme Kotesh signifie, dans une marteshet, le pilon, c'est Rabbi Yehuda, Mané Rabbi Yehudaï. Ensuite, c'est marqué, maintenant, Mishnah, Tochasal, à l'intérieur du panier. Donc, on faisait tomber les olives dans le panier. Ça, c'est Atan le Rabbanan. La Gemara répond, Hay Tana Savala Kevate Bechada ou Paligere Bechada. Eh bien, le Tana, notre Mishnah, est en machloket sur un point avec Rabbi Yehuda, mais il est d'accord sur un autre point avec Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que dans la Mishnah, c'est marqué Kotesh, donc Koteshet, Marteshet, un pilon. Dans la Braïta, encore, c'est marqué Tochano Berechaim. Et Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, il dit Bemarteshet. Mais le Tana de la Mishnah pense sur un point comme les Chachamim, que c'était comme un point comme Rabbi Yehuda, que c'était dans une martèche et dans un pilon, et 2 points comme les Chachamim, puisqu'il dit que c'était les Torasal et avec une Korah, avec une poutre. On continue avec une autre Mishnah, Rishon Shebarishon, la première huile de la première récolte, En Lema Alaimenu, il n'y a pas mieux que cette huile. Hasheni Shebarishon, la deuxième huile de la première récolte, Varishon Shebasheni, et la première de la deuxième récolte, Shavin, sont à égalité. Bien que, comme nous l'avons vu, le Sheni Shebarishon ne peut pas être utilisé pour la Menorah, alors que le Rishon Shebasheni peut être utilisé pour la Menorah. Malgré tout, ils sont considérés comme la même darga pour les Menachot, comme la Gemara l'expliquera. Ashlishi Shebarishon, la troisième huile de la première récolte. Vasheni Shebasheni, la deuxième de la deuxième récolte. Varishon Shebashlishi, la première de la troisième récolte. Shavim ont la même darga, sont les mêmes. Ashlishi Shebasheni, la troisième de la deuxième récolte. Vasheni Shebashlishi, la deuxième de la troisième récolte. Shavim sont aussi au même niveau. Ashlishi Shebashlishi, en le mataimenu. La troisième de la troisième, en le mataimenu, il n'y a pas moins bien que cela. Donc en vérité, on a placé, on va dire les 3 premières, on met à côté les 3, en descente des 3 deuxièmes et les 3 dernières, mais ainsi on voit qu'est-ce qui correspond à quoi. La Mishnah continue, dit Afkola menachot ayubedin shitanu shemen zaitzar. En vérité, pour toutes les menachot, on devait utiliser de l'huile shemen zaitzar qui était pure, propre, puisque ma menorah, de la même manière que pour la menorah, shena leachila, qui n'est pas pour la consommation, et pourtant, teuna shemen zaitzar, il faut de la bonne huile, l'huile particulière, zaitzar, qui est pure, qui n'a pas été
donc passées sous la poutre, les olives n'ont pas été passées sous les poutres. Alors les menachot, shen la chila, qui sont pour la chila du misbeach, en odin, n'est-ce pas, plus forte raison, shitanu shemen zaïdzar, qu'il faut shemen zaïdzar, malgré tout la Torah dit, Talmud loma, shemen zaïdzar katit la maor, ve'en zar katit la menachot. C'est-à-dire, il faut que ce soit zar katit pour la maor, pour la menorah, mais pas pour les menachot. Nous allons voir que signifie zar katit dans la Gemara. La Gemara pose la question Shavin, tu dis que c'est la même darga, c'est-à-dire Sheni Sheba Rishon et Rishon Sheba Sheni, et Amarta pourtant tu as dit Rishon la menorah, que la première huile de la deuxième récolte est pour la menorah, Ve'ashe'ar, les menachot, on peut reprendre Rishon la menorah, de la première récolte, la première c'est la menorah, Ve'ashe'ar les autres c'est pour les menachot. Donc la deuxième huile de la première récolte n'est pas pour la menorah, alors que Rishon de la deuxième récolte est pour la menorah. Amar Rav Nachman bar Yitzchak ma'ishavin shavim menachot. Rav Nachman bar Yitzchak vient répondre, c'est shavé les menachot, c'est-à-dire que si on veut pour les menachot donner la première du deuxième ou la deuxième de la première récolte, c'est à égalité, c'est la même chose. Afkola menachot ayu bedin, mais malgré tout, ce n'est que pour la menorah qu'on va prendre shemen zait zach katit lamo. Que signifie zach katit? Tanu Rabbanan zach en zach elan naki. Zach signifie propre, naki. Ou pur, on peut traduire. Naki, dans ce sens-là, c'est pur. Mais même si c'est katouche, écrasé, ça s'appelle zach. Rabbi Yehuda Omer, katit en katit et la katouche. Rabbi Yehuda dit, puisque c'est marqué katit, katit signifie que en katit et la katouche, c'est-à-dire qui a été pilé. Rashi explique que d'après Tanakama, Shemen Zait Zach Naki, c'est-à-dire que ce qui est pur, même si ça a été écrasé dans une meule, c'est aussi considéré comme pur. Et Rabbi Yehuda vient dire non. Puisque c'est marqué katit, c'est seulement katouche, c'est-à-dire pilé dans un pilon, mais pas dans la meule. Alors, est-ce que ce sera pasoul? Est-ce qu'on appliquera le din de Shemen Zaïd Zar Katit pour les menachot? Talmud loma, Ragman nous rapporte un pasouk, c'est marqué V'Issaron Solet Baloul Beshemen Katit. Que le Issaron Solet doit être mélangé Beshemen Katit, avec de l'huile Katit. Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est que on voit que pour les menachot, même si ce n'est pas zach, même si ce n'est que shemen katit, c'est suffisant. Imken matamud lomar la maor. Si c'est ainsi, si c'est kasher pour les menachot, même si ce n'est pas zach. Alors pourquoi c'est marqué shemen zaïd zach la maor? Et là mipnei achisachon. Et pour faire des économies. Que signifie de faire des économies? Maï chisachon amar Rab Elazar, Torah chasal mamonam shel Israël. Rashi explique c'est-à-dire quel est l'intérêt, pourquoi il faut faire des économies, puisque nous dit Rab Elazar, la Torah a eu pitié de l'argent des Bnei Israël. Comme nous l'avons vu dans les psukim, lorsqu'il y a des boutons, des taches de lèpre sur les murs d'une maison, il faut d'abord sortir tous les meubles de la maison avant de rendre impure la maison, sinon les meubles seront impurs. Donc la Torah a demandé qu'on enlève les meubles avant de rendre impure la maison. Donc la Torah a eu pitié de l'argent des Bnei Israël. De même, puisqu'il y a beaucoup de menachot au Beth Amikdash, c'est vrai qu'on allume la menorah tous les jours, mais on l'allumait une seule fois. Alors que les menachot, il peut y avoir des quantités énormes de menachot, et donc c'est pour cela que la Torah n'a pas exigé que pour les menachot, on recherche de l'huile, shemen, zaït, zach, pour faire aux Bnei Israël des économies, pour ne pas que les Bnei Israël dépensent de l'argent dans leur menachot, comme on le voit que la Torah a eu pitié de l'argent des Bnei Israël. On va continuer ici, nous avons un peu de Haggadah. C'est marqué Tzav et Bnei Israël veikru elecha shemen zaït zach. Ordonne aux Bnei Israël, ils prendront elecha. Que signifie elecha? Pour toi, shemen zaït zach.
Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Elecha veloli. Akadosh Baruch Hu dit, vous prendrez, veikru elecha, pour toi, veloli, mais pas pour moi. Lo leora nitzarich. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de lumière. Il n'a pas ordonné d'allumer la menorah parce qu'il a besoin de lumière. Mais elecha, c'est pour toi. Montre l'irtzoncha, c'est-à-dire montre combien tu es prêt à accomplir les mitzvot, à prendre de la bonne huile pour allumer la menorah. C'est pour toi, mais pas pour moi. Shulchan betzafon ou menorah bedaron, le shulchan était posé dans le Ohel Moed du côté nord et la menorah du côté sud. En rentrant dans le Ohel Moed, le shulchan se trouvait à droite et la menorah à gauche. Amar Rabbi Zrika, Amar Rabbi Elazar, lo leachila nitzarich velo leora nitzarich. Kadosh Baruch Hu montre par là qu'il n'avait ni besoin de manger, ni besoin de lumière. Puisque si c'était pour manger ou pour de la lumière, le derer est de mettre la table à côté de la lumière de la menorah. Puisque on a éloigné le shulchan d'un côté, la menorah de l'autre, Kadosh Baruch Hu montre, je n'ai ni besoin de manger, ni de lumière. Dans le pasuk, c'est marqué Vayas, la Bait, il a fait pour le Beth Amikdash Chalone Shkufim Atumim, c'est-à-dire des fenêtres qui étaient Shkufim et Atumim. Que signifie Shkufim Atumim? Tana, nous avons une braïta qui dit Shkufim Bifnim, c'est-à-dire de l'intérieur, c'était Shkufim, Rashi traduit Shkufim, c'est-à-dire c'était si on lit d'après la Girsa de Rashi, il y a juste une différence, c'est que c'est pas Shkufim Bifnim, mais Shkufim Bachutz. Puisque Rashi traduit que Shkufim, c'est-à-dire large. Donc large de l'extérieur, Ve Atumim Mibifnim, mais de l'intérieur, c'est étroit. Large de l'extérieur et étroit de l'intérieur. D'après la Girsa de la Gemara, c'est Shkufim Bifnim Atumim Mibachutz. Une difficulté d'après la traduction de Rashi, puisque comme nous l'avons vu, Lol Leora Anitzarir, je n'ai pas besoin de lumière. Rachid nous explique que lorsque on fait une fenêtre, ou bien l'ouverture à l'intérieur est comme à l'extérieur pour que la lumière puisse rentrer, ou encore il y a une ouverture moins grande vers l'extérieur que l'intérieur. À l'intérieur, on ouvre plus la fenêtre, et ainsi il y a plus de lumière qui rentre. Au Beth Amikdash, c'était le contraire. De l'extérieur, c'était grand ouvert, grande fenêtre, mais à l'intérieur, la fenêtre se fermait était plus étroite, pour montrer que Akadosh Baruch Hu n'avait pas besoin de lumière. Mechutz la parochet haïdout be'oel moed. C'est marqué en dehors de la parochet haïdout du témoignage be'oel moed dans l'oel moed. Que signifie Mechutz la parochet haïdout? Haïdout ou l'école bae olam shashchina shora be'Israël. C'est le témoignage, c'est-à-dire, Rashi explique le pasuk qui est marqué Mechutz la parochet haïdout be'oel moed ya'aroch oto Aaron erev ad boker lefnei Hashem tamid. Ce pasuk est en vérité, qui nous parle à propos de la menorah, est un témoignage pour le monde entier, Shashchina Shora B'Israël, que la Shekhinah réside dans le peuple d'Israël. Pourquoi? Puisque, comme nous allons le voir, le ner ma'aravi brûlait tout le temps. Ve'im Tomar, et si tu dis Leora Nitzarich, Akadosh Baruch Hu a besoin de lumière, les Israël qui ont marché dans le désert ont marché à la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de lumière. Et la Edut ou l'école Bayolam, c'est un témoignage pour tout le monde. Shashchina Shora B'Israël, que la Shekhinah réside dans le peuple d'Israël. Maï Eduta, en quoi c'est un témoignage? Amarava Zener Ma'aravi, c'est le ner Ma'aravi. Shenotnim Bashemen Keneged Chavrotea. Le ner Ma'aravi, Rashi ici explique, si la menorah était dans la largeur du Ohel Moed, elle était dirigée sud-ouest. Le nerf du milieu était nord-sud, elle était dirigée nord-sud. Le nerf du milieu était poussé vers le côté ouest, c'est ce qui est appelé le nerf Ma'aravi, et toutes les autres nérotes étaient dirigées vers le nerf du milieu. Donc le ner Ma'aravi est le nerf du milieu. Si on dit que la menorah était dirigée du côté
est-ouest, le nerf Maharavi, c'est le deuxième nerf en partant de l'est. Il est appelé Maharavi puisqu'il est plus à l'ouest que le premier qui se trouvait à l'est. C'est comme nous le verrons Bezrat Hashem dans Masechet Tamid. Donc le nerf Maharavi, c'était le témoignage que la Shrina réside dans le peuple d'Israël puisqu'on mettait de l'huile Keneged Chavrotea autant que dans les autres veilleuses, ou Mimena Hayam Madlik ou Bayam Esayem. On commençait par allumer le nerf Maharavi et on terminait par le nerf Maharavi, c'est-à-dire on terminait de la Tavat Nerot, d'arranger les Nerot avec le nerf Maharavi, puisque lorsque le Kohen venait le matin arranger les Nerot, enlever le descendre des mèches, nettoyer la veilleuse, le nerf Maharavi brûlait encore, et ce n'est qu'à la fin, juste avant de le rallumer, qu'il le nettoyait pour ensuite le rallumer. Alors nous allons nous arrêter ici à la Mishnah, un petit daf. Terminons sur Meorot Halacha, daf Pevav. À Pessah de la 4e année et Pessah de la 7e année, un homme doit faire le biour de tous les maasrot qui se trouvent dans son domaine. Cette mitzvah est appelée biour maasrot. La 4e année de la Shemitah, un homme doit faire le biour maasrot de tout ce qui a poussé la 1ère, 2e et 3e année de la Shemitah. Et la 7e année, qui est l'année de la Shemitah, un homme doit faire le biour maasrot de ce qui a poussé la 4e, 5e et 6e année. Mitzvah biour maasrot inclut les points suivants. Si un homme a chez lui de la récolte de la 1ère, 2e ou 3e année des 7 années de la Shemitah, qui est tevel, et il n'a pas encore prélevé Trumot ou Maasrot, lorsqu'arrive la fête de Pessah de la 4e année, il ne peut pas garder cette récolte chez lui, il doit prélever les Trumot ou Maasrot. De même, à la 7e année, l'année de la Shemitah, il est obligé à Pessah de prélever les Trumot ou Maasrot de la 4e, 5e et 6e année, s'il lui reste encore de la récolte laquelle il n'a pas prélevé. Après avoir prélevé, ou s'il avait déjà prélevé les Trumot ou Maasrot des années précédentes et qu'il avait gardé ces Trumot ou Maasrot sans les donner, alors il doit faire le biour des matanot, c'est-à-dire ce qui doit être donné comme le maaser ani, il doit le donner aux pauvres. Le maaser sheni, il faut le racheter sur une pièce, il ne peut pas le laisser en tant que maaser sheni. Celui qui prélève les Trumot ou Maasrot de la 1ère, 2e, 4e ou 5e année, il a prélevé le maaser sheni. Et le maaser sheni, il l'a transféré en son temps sur des pièces. Lorsqu'arrive la fête de Pessah de la 4e année ou de la 7e année, il doit faire disparaître ces pièces du monde. Et donc ainsi, il doit aussi faire disparaître les pièces sur lesquelles on a transféré la Gdusha de Netar Evaï, c'est-à-dire de la 4e année, après les 3 années de la Orla. Ces pièces, il faudra les abîmer, les faire disparaître d'une manière, ou bien de les briser, de les abîmer, ou bien de les jeter dans la mer morte ou dans l'océan. Et ainsi, on émet quand même aussi la mitzvah de bio.